Bonjour, vous êtes en direct de la semaine anticoloniale. Aujourd'hui, je vais donner le micro à Anne qui va présenter le programme de son programme de cet après-midi. Bonjour Anne, tu allumes ton micro. Bonjour Théo et merci pour cette organisation. C'est un débat qui est organisé par une revue d'histoire, les cahiers d'histoire, revue d'histoire critique, et notamment autour de ce numéro de la revue dont le dossier s'intitule La fabrique européenne de la race, 17e, 20e siècle. Alors, notre propos dans le débat sera un peu différent de ce qu'il y a dans ce dossier, mais bon, c'est le point de départ. Donc, David Hamelin, qui est présent, présentera les textes qui ont été coordonnés dans le cadre de ce dossier, donc dans le cadre des cahiers. Et puis, nos différents intervenants, Nelsia Delanoë, Olivier Maheo, peut-être Thiemoko Diallo, qui est actuellement un peu qui a eu le Covid et qui n'est pas tout à fait bien remis. Donc, peut-être trois, peut-être deux autres intervenants qui n'ont pas participé au dossier interviendront sur la question des usages de la race et du racisme qui en dérive dans le cadre de la société nord-américaine, et donc un versant spécifique qui n'avait pas été spécialement travaillé dans ce dossier. Voilà, donc on est très content de participer à la semaine anticoloniale et antiraciste. C'est une tradition des cahiers d'histoire sur des problématiques qui nous est chère, qu'on a travaillé dans plusieurs dossiers, hein, les questions notamment du colonialisme et de ses séquelles jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce débat, il s'articule à tout un travail qu'on poursuit au niveau des cahiers. Donc, je vous renvoie sur les cahiers en ligne et je vous invite à les acheter dans les bonnes librairies. Donc, ici, c'est le numéro 146. Depuis, il y a eu un numéro 147. Il y en aura bientôt un 148 sur la commune, notamment de Paris, mais aussi les usages contemporains de l'idée de commune. Et donc, d'habitude, ça permet de se rencontrer avec des gens de beaucoup d'associations. Cette année, on est un petit peu plus disjoint, mais je vous invite à consulter le beau programme en ligne et à suivre diverses interventions. Donc là, on est en train de parler avec Henri Pouliot, notamment de l'hommage qui sera rendu lundi autour de Charonne. Et si vous regardez le programme, vous verrez que toute la semaine, il y a des interventions, on va dire à l'échelle du monde. C'est aussi ce que permet la visio, et c'est très bien. Avec des intervenants qui, notamment, sont impliqués dans des luttes contre les séquelles du colonialisme. Donc, voilà pour la présentation générale, et merci beaucoup à tous ceux qui ont coordonné cette semaine. Il y aura, on l'espère, en juin, quelque chose qui ressemblera plus au salon habituel et avec des débats en présence. Mais on verra comment cet avenir va se dessiner. Voilà, donc je suis très contente de retrouver des amis en ligne. On ne se voit pas tellement souvent, et je remercie beaucoup les collègues qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui. Bon, un dimanche après-midi, c'est notre seul moment de promenade. C'était peut-être pas le moment le plus délicieux pour se connecter à un débat, et je m'en excuse, mais au départ, on devait faire une formule beaucoup plus courte, donc sur le week-end, et il fallait bien qu'il y en ait qui travaillent le dimanche. En tout cas, merci beaucoup de donner donc une partie de ce dimanche, pas vraiment comme les autres, pour nous retrouver sur ce débat en ligne. Donc, question fabrique européenne de la race. On va peut-être commencer par la présentation du dossier, puisque c'est le dossier le plus ancré peut-être, enfin les collègues présenteront à leur façon leur sujet, mais nous on a voulu que ce soit ancré dans une histoire moyennement longue, donc à partir du XVIIe siècle, liée à l'émergence de l'universalité des droits humains et de la liberté naturelle des hommes
ce développement paradoxal, ce renforcement de l'idée de race, et de façon assez violente d'ailleurs, le dossier développe les usages de cette notion à travers, en particulier, son croisement avec la science au XIXe siècle. Donc, échelle européenne, spécificité de ce cadrage culturel sur lequel David va peut-être commencer, et puis on passera ensuite à l'histoire nord-américaine et peut-être à l'histoire africaine si Timoko Diallo, qui est donc doctorant et qui termine cette année une thèse sur la Côte d'Ivoire, et il voulait présenter quelque chose autour plutôt des luttes contre le racisme lié à une approche ethnique de la citoyenneté, et notamment le développement du concept d'ivoirité. Voilà, je crois que Nelsia voulait dire quelque chose. Oui, bonjour, pardon, c'est juste un point d'organisation. Je devrais normalement partir à 15h15, 15h20. Mais il est déjà 15h10. Non, 16h20, 16h. D'accord. Bon, merci beaucoup. Donc, on te donnera la parole après David. Hein, ce sera plus confortable pour toi. On ne t'entend plus. Je m'absente une seconde, je vais chercher un livre. Merci. Donc, David, co-directeur de ce dossier avec Sébastien Jahan. Merci, merci Anne de me laisser la parole. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, je me réjouis de participer à ce débat et puis de participer de fait à cette semaine à laquelle je n'ai pas eu le loisir et la possibilité par le passé de me rendre. J'ai déjà eu écho de bons débats. J'espère que vous m'entendez bien, parce que j'ai toujours des petits problèmes de micro d'ordinaire. C'est bien? Bon, tant mieux. Oui, donc, bien effectivement, peut-être deux mots puis des excuses au préalable. Hein, effectivement, Sébastien, qui est quand même Sébastien Jahan, qui est maître de conférence en histoire moderne et qui est en définitive à l'origine de ce dossier, ne pouvait pas se joindre à nous. Donc moi, j'ai un peu une tâche difficile, puisqu'en plus, je ne suis pas un vrai spécialiste de ces questions-là. Je m'y intéresse en tant que militant, en tant que chercheur aussi, mais effectivement, les articulations autour des questions de l'esclavagisme et de la construction du concept de race, on va dire même au pluriel, n'était pas un sujet sur lequel je suis habituellement à l'aise. Donc vous excuserez par ailleurs, voilà, effectivement, certaines peut-être certaines limites dans mon propos, sachant que je prendrais, vu qu'il y a de vrais chercheurs autour de la table, on va dire autour de la vidéo. Voilà, je pense qu'il faut leur laisser davantage de temps que moi je ne le prendrai. Alors, effectivement, ce dossier il s'inscrit dans une démarche qui est assez longue dans les cahiers. Anne a rappelé, effectivement, on pourrait ressortir depuis la fondation hein, des cahiers, des articles ou dossiers hein, qui ont pu être menés à ce sujet. Et c'est vrai que ce dossier, hein, qui est un petit dossier en nombre de contributions au regard de certains dossiers des cahiers habituellement, eh bien, a pris naissance dans un débat qui s'est tenu au rendez-vous d'histoire de Blois, un autre rendez-vous habituel des cahiers d'histoire, hein, et qui a lieu en 2017, dans lequel évidemment intervenaient Sébastien Jahan, Alain Ruscio, Catherine Kokri-Lutrovic, des chercheurs que vous connaissez très certainement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous avons été très étonnés, Anne pourra revenir dessus, par la fréquentation de ce débat. C'est-à-dire qu'on avait organisé un peu rapidement un débat sur ces thématiques hein, du développement, de la construction de la race, plutôt dans le cadre francophone. Et puis, on s'est retrouvé dans une salle, je crois, hein, je ne vais pas exagérer, qu'il y avait au moins 70-80 personnes à ce débat, et on était obligé de refuser quasiment autant de personnes qui sont restées, évidemment, devant la porte et qui n'ont plus l'entendre. Et on s'est dit effectivement de quelque chose qui était simplement un débat avec essayant finalement d'apporter quelques éclairages un peu nouveaux, mais bon, voilà, peut-être que je ne devrais pas dire comme ça, mais on ne s'était pas donné
un gage voilà, de renouveler toute l'historiographie sur le sujet. Nous nous sommes dit ça serait quand même tout intéressant de prolonger, de reprendre ce travail de la race et nous d'en faire un dossier. Et c'est le dossier que vous avez présenté, en tout cas, Anne vous a présenté la pochette. Donc, on a essayé de travailler avec Sébastien sur des sujets qui nous semblaient, là aussi, on parle avec précaution, mais tout de même, en tout cas des sujets autour des questions de construction de la race qui étaient assez méconnus dans le cadre français et francophone. On le sait, et puis j'imagine que ça va être débattu, et ça a déjà été débattu par le passé lors de cette semaine, de ces semaines anticoloniales, le débat sur la race, sur les races, la race, etc., les racisés, sont des débats qui aujourd'hui, dans le milieu militant, au sens large, hein, les gauches, on va dire, voilà, est un sujet très débattu, dans lequel il y a beaucoup d'opposition, mais généralement, voilà, on se réfère plutôt à des travaux français, anglo-saxons éventuellement. Et en fait, en regardant l'historiographie sur le sujet, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait quelques travaux originaux, pas forcément d'ailleurs traduits en français, mais qui permettaient d'envisager cette question de la race différemment. Et c'est pour ça qu'on a orienté le dossier sur les aspects non francophones, certes européens ou occidentaux, hein, de la question, mais en essayant de se décentrant à la fois sur de la longue période. Alors c'est vrai que le dossier est plutôt 17e, 20e, mais on a quand même aussi des incursions sur le 15e, 16e, on ne l'a pas mis dans le titre, mais il y a quelques incursions tout de même sur une période complète antérieure. Donc en se décentrant à la fois voilà, du monde francophone et puis en essayant de voir sur le long cours ce que tout cela donnait et en donnant la parole à des chercheurs qui aident à penser le concept et qui, à notre sens, permet de renouveler voilà, la réflexion, montrant effectivement qu'il n'y a pas qu'une manière d'envisager cette notion. Dans l'introduction que nous avons coécrit avec Sébastien, évidemment, on s'attache à rappeler, je ne sais pas, on pourra peut-être en discuter dans le cours de nos échanges, mais sur l'origine, dans le cadre, sur l'origine hein, du concept de race, de son emploi, hein, et puis bien sûr de son, voilà, de comment on passe d'une société coloniale qui fonctionne surtout avec des préjugés à l'égard hein, des Africains qui sont voilà, qu'on machine arbitrairement dans les Antilles pour travailler dans les plantations de tabac ou de canne à sucre. Mais on essaye de montrer dans cette introduction le passage de préjugés qui arrangent bien, hein, de stéréotypes, où la notion de race n'est pas encore utilisée, à effectivement, progressivement, une utilisation de la notion de race, une essentialisation, une naturalisation finalement des personnes qui vont être voilà, racisées en tant que telles, au profit effectivement voilà, de l'exploitation hein, qui est faite de leur travail et d'assignations différentes à ce sujet. Alors, dans l'introduction, évidemment, on reprend, et bon, pas connu, parce que heureusement, c'est des travaux qui sont, enfin des choses qui sont un peu connues, hein, évidemment. Regardez au cours du XVIIIe siècle l'ensemble de cette littérature scientifique qui tend effectivement à catégoriser hein, progressivement les populations, hein, la population mondiale. Hein. Alors, on reprend évidemment, on rappelle hein, les fameux travaux de Linné hein, en 1735, hein, le système de la nature de Linné, ou encore l'histoire naturelle de Buffon de 1749, dans lesquels chacun voilà, essaie de catégoriser avec des notions très péjoratives l'ensemble des populations de la planète. Hein, avec, je passe un peu les détails, ça serait peut-être aussi un peu désagréable à lire, hein, évidemment, tous ces stéréotypes, hein, avec par exemple les Hottentots, hein, les Khoikhoi d'Afrique australe, hein, que Buffon assimile à personnes lourdes, grossières, stupides, etc. Hein, on ne s'embête pas avec la nuance dans ce cas.
et progressivement, effectivement, la manière dont, dans le cadre français notamment, les intellectuels, et je pense aussi notamment à un personnage comme Voltaire, hein, aussi c'est pas nouveau, pas nous qui apportons ça à la connaissance, mais qui ont pu aussi apporter une catégorisation du monde inégalitaire, quoi. On a essayé, parce qu'effectivement, et là j'en parlerai bien plus mal, aussi de comparer à minima dans ces introductions aussi la manière dont la notion de race dans le monde hispanophone se structure avec le système la casta. Hein, donc là j'en parlerai mal parce qu'évidemment c'est un sujet que maîtrise assez bien Sébastien, mais montrant effectivement que déjà, si on compare ne serait-ce que le monde hispanophone, le monde francophone, on introduit des nuances sur le sujet et qu'il faut, voilà, on ne peut pas, évidemment, dans les cadres nationaux, même si on ne peut pas parler forcément de nation à ces moments-là, effectivement, les mots prennent des sens sensiblement différents. On va dire que schématiquement, il y a des débats, si on peut le dire ainsi, où effectivement, la race, la caste, est-elle finalement naturelle ouais, donc pas possible de le modifier, ou est-ce quelque chose effectivement qui peut, parce que même s'il y a des entre guillemets des races qui ne sont pas au même stade de développement que les sociétés occidentales, eh bien peuvent-elles, peut-on remédier à cette différence de développement? On a beaucoup de débats à ce sujet, et c'est ce qui a déjà clivé les intellectuels, si on peut les appeler ainsi. On revient effectivement finalement au sel de ce dossier. Donc on a laissé la parole à plusieurs chercheurs, et notamment, je ne sais pas s'ils sont intervenus antérieurement dans les semaines anticoloniales, mais j'insiste sur ces travaux très très intéressants que Aurélien Aramini et Elena Bovo ont accepté de reprendre avec nous dans le cadre de ce dossier, où justement, tous deux se sont intéressés, on mené des travaux et en mène encore, sur le rôle et la place de la race dans le monde italophone. C'est-à-dire comment, dans ce pays en construction au XIXe siècle surtout, comment cette notion de race est véhiculée, articulée, se développe et est pensée. Et effectivement, c'est là où il est intéressant de noter qu'il n'y a pas toujours, il peut y avoir des formes de continuum, mais il peut y avoir aussi des formes de rupture, et on peut être parfois étonné du type d'intellectuels, de scientifiques qui vont donner à voir, à lire effectivement la question de la race. Donc évidemment, eux vont s'intéresser tout d'abord, enfin, à la philologie comparée en Italie au XIXe siècle, hein, qui a une place très, très importante dans le monde intellectuel, et donc avec un personnage qui s'appelle Gaspare Borecchio, qui va affirmer le mythe arien, hein, et donc qui considère évidemment qu'il y a une homogénéité hein, du monde indo-européen au travers de la langue, et qu'on peut le distinguer hein, de façon avec une distinction raciale avec les peuples barbares qu'il faut entendre ici comme étant les populations d'origine mongole. Un peu plus tard, en tout cas moi j'ignorais tout à fait ces questions-là, un personnage comme Cesare Lombroso, qui est un militant socialiste, un laïc et progressiste, qui va beaucoup s'intéresser à la question, un peu comme un sociologue, là aussi avec des grands guillemets, justement à des différences autour de la pauvreté, du développement au sein hein, de l'Italie. Et dans un travail qui est assez bien démontré par Aurélien Aramini et Elena Bovo, va finalement catégoriser les Italiens et va être amené en définitive à travailler, à s'intéresser aux raisons d'une arriération visible dans le sud du pays, personnel qui serait moins développé, et effectivement laissant entendre qu'il pourrait y avoir différentes catégories de personnes habitant en Italie, et qu'effectivement, il y aurait des races. Alors, le terme n'est pas employé toujours en ces termes-là, mais pas parce que le terme n'est pas employé que les concepts ne sont pas, vécus, ne sont pas diffusés en tant que tels. Hein. C'est vrai qu'il y a une grande distinction à faire entre les mots et les sens et les significations. Puis enfin,
ces deux chercheurs vont s'intéresser à ce qu'ils appellent le moment fasciste, hein, évidemment, qui arrive dans les années 20 et 30. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'émergence d'un nouveau type de racisme, un racisme qui n'est pas positiviste, comme on dit, et qui, là, effectivement, dans une logique d'unification du pays. Finalement, les races ne sont plus intra-italiennes, mais finalement, il y a une race italienne, hein, que le fascisme a essayé de travailler, développer. On aura toujours des chercheurs, hein, pour appuyer voilà, ces Ariens méditerranéens, comme on va les nommer. Et par contre, effectivement, vont apparaître des nouvelles catégories raciales, notamment les sous-catégories du juif ou du colonisé. Donc effectivement, leur démarche est très intéressante, hein, qui court sur deux siècles et qui démontre qui montre effectivement l'évolution d'un concept qui n'est pas avec des sciences très différentes, hein, qui se saisissent d'un concept, qui traduisent différemment, mais qui, de toute façon, à chaque fois ont pour objectif d'essayer de comprendre à leur façon finalement les différences sociales en les assimilant à des différences raciales. Je vais essayer d'être un peu plus rapide pour les autres, hein, bien qu'ils soient très intéressants, mais je vois que le temps passe déjà très vite. Trois autres contributions, notamment celle de Gilles Tellier, qui est un spécialiste, hein, d'Afrique du Sud, qui va s'intéresser là sur une très très longue période à la fois en s'intéressant au développement, hein, de cette aire géographique, des conflits, hein, entre les colons et puis les différentes populations qui existaient. Et donc, effectivement, en tout cas, moi, c'est ma lecture de son papier. Ce qui est assez fou dans cette aire géographique, c'est de voir comment la notion de race, le concept de race, finalement, devient un concept opérant, finalement, alors peut-être pas pour les colonisés, mais en tout cas pour les Occidentaux, et en particulier les Anglais et les Néerlandais, les Beurs. Comment effectivement ces concepts vont s'imposer, hein. Alors, sachant qu'effectivement, quand on regarde la longue histoire en Afrique du Sud, on se rend compte qu'on n'avons pas, évidemment, même si cette partie de l'Afrique a été colonisée, on note qu'il y a eu comme des relations parfois apaisées, hein, entre les colons et les populations d'origine, mais au gré des guerres. Et puis toujours, le nerf de la guerre, effectivement, le racisme apparaît quand effectivement on a besoin de matières premières, quand on a besoin d'affirmer son pouvoir territorial et économique. Évidemment, ce sont des concepts aisés. Et ce qui est assez étonnant, enfin, en tout cas, c'est de voir dans le conflit entre les Anglais et les Beurs comment effectivement la race va être mise à contribution de part et d'autre, parce que vous vous retrouvez avec finalement deux populations blanches occidentales dans une même aire géographique qui s'affrontent, et comment la race va être utilisée tant par les Beurs, tant par les Anglais pour finalement annihiler ou réduire, on va dire, dans la sphère sociale, la sphère économique, les uns ou les autres, hein. Donc, on connaît un peu l'histoire, et effectivement, ce seront les Beurs qui, avec les théoriciens du saxonisme, du nordicisme, vont s'imposer et vont créer la société d'apartheid à partir de 1948. Mais antérieurement, effectivement, l'atavisme sera durement critiqué par les colons militaires et penseurs anglais, considérant tout de même que les Beurs ont passé trop de temps avec les Africains et donc effectivement, finalement, ont pris de mauvaises qualités présumées des populations d'Afrique du Sud. Puis deux autres contributions, et je vais les mêler parce qu'elles concernent évidemment plutôt la Grande-Bretagne. Nous avons Silvia Sebastiani, qui est une chercheuse dont je pense que les travaux feront le mérite d'être lus, qui elle s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les Lumières écossaises, hein, notamment aux pensées de philosophes, d'économistes connus, hein, tels David Hume, Adam Smith, William Robertson, et qui, dans ses travaux sur les Lumières écossaises, exhume d'une certaine manière quelque chose qui était assez, en tout cas pour nous, je pense, pour le lectorat français, assez méconnu, c'est justement tous les débats sur la construction de la race parmi ces penseurs des Lumières. Et on voit bien qu'il y a un débat très très fort entre
polygénisme et monogéisme. Hein. Est-ce qu'il y a-t-il plusieurs races humaines ou une seule avec, là je passe un peu les détails, mais avec voilà, certains penseurs qui pensent que effectivement, c'est inscrit dans les gènes, donc on ne peut pas faire évoluer certaines populations, quand d'autres considèrent qu'effectivement, les populations, notamment on s'intéresse en particulier aux habitants, enfin aux Indiens de l'Amérique du Nord, que effectivement, ils sont à un stade d'évolution qui est certes différent de la société occidentale, mais que, chose égale par ailleurs, peuvent tout à fait une capacité tout à fait possible qui puisse se développer autant que nous. Mais bon, il y a toujours ces éléments. Et je vais vite, mais donc le dernier papier dans le monde anglo-saxon, qui est écrit par Michel Prum, hein, qui est en fait un universitaire assez connu, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Et lui s'intéresse, alors non pas au écossais, il s'intéresse finalement à la banalisation du terme de race en Grande-Bretagne. Et en reprenant, hein, parce que ces débats entre monogénisme, je vais y arriver, et polygéniste est assez fort en Grande-Bretagne, mais lui, il va s'intéresser aux apports de Charles Darwin, qui en définitive va irriguer très très fortement la pensée anglo-saxonne, et durablement, même aujourd'hui, selon lui. Et en définitive, sans avoir tranché, sans avoir finalement condamné le terme de race, on ne peut pas sans savoir qu'en Grande-Bretagne, voilà, il y a aussi des enquêtes raciales, hein, approfondies, avec des catégories qui peuvent, enfin, qui pour nous peuvent apparaître très choquantes, très étonnantes. Mais selon lui, effectivement, cette notion de race est restée dans le discours, mais en étant en partie, et en grande partie, vidée de sa notion, de sa dimension inégalitaire. C'est-à-dire que la notion de race est un indicateur, n'est pas considéré comme quelque chose qui permet de pouvoir penser qu'une population, je sais pas, d'origine hindoue, etc., soit inférieure à une population d'origine occidentale, etc., etc. Tout en considérant, évidemment, c'est ce qu'il souligne, que c'est quand même paradoxal, puisque, évidemment, comme toute chose, les usages évoluent, et dans le contexte anglo-saxon d'aujourd'hui, le retour aussi d'un certain racisme, la notion de race est réutilisée voilà, pas à bon escient. Voilà. J'ai parlé longuement, très rapidement, pour vous dire qu'effectivement, je pense que ce dossier, sa qualité, c'est pas tant parce qu'on l'a coordonné avec Sébastien et moi, mais surtout qu'effectivement, ce sont des chercheurs qui, en tout cas, donnent à lire. Aussi, on le voit en termes de bibliographie, on se rend compte que l'on manque dans le cadre français de lecture, de traduction sur ces débats, sur ces recherches qui sont menées outre-Atlantique, outre-Manche et ailleurs. Et évidemment, dans notre dossier, il manque des continents, des sous-continents complets. On n'avait pas vocation à couvrir ces sujets-là, mais d'essayer modestement, on va dire, d'apporter quelques éclairages complémentaires et d'essayer de sortir d'un débat parfois franco-français sur ces sujets-là, y compris chez les historiens. Merci. Merci David. Bon, pour cet exercice pas très facile de faire parler les autres, je crois qu'effectivement l'intérêt c'est aussi de confronter, enfin de mettre ensemble, c'est le but d'une revue, des recherches qui ne se font pas ensemble. Hein, tout ça, c'est dans des mondes assez disjoints, dont Nelsia peut-être nous reparlera, de civilisationnistes, par exemple, rattachés à différents centres de recherche par leur ancrage géographique. Et nous, on a essayé de rapprocher des gens donc, qui partent au moins d'horizons culturels ou d'horizons institutionnels qui sont assez disjoints. Alors, tout ça est tout à fait passionnant, notamment très inquiétant pour le développement des sciences et des savoirs, puisque c'est quand même le fait de classer et cette passion du classement des hommes du XVIIe et du XVIIIe siècle qui donne la matrice de ce qui se hiérarchise à travers du racisme. C'est d'ailleurs que, évidemment, le fait de faire rentrer des gens dans des boîtes, Françoise Héritier disait à propos des
de la classification duale homme-femme, que ça débouchait forcément sur de l'inégalité. Et effectivement, le fait de classer, on se rend compte que c'est porteur de légitimité d'inégalité. Alors, ça nous interpelle quand même fortement comme savants et comme chercheurs, puisque le fait de classer, d'étudier les classements aussi, mais de classer, c'est aussi un outil de travail. Alors, Nelsia va nous faire changer d'horizon continental, même si l'horizon culturel de l'Amérique du Nord est largement, pour ceux qui dominent, imprégné de culture européenne, mais justement, elle va nous parler d'autres espaces et où ces confrontations avec ces savoirs en grande partie construits en Europe ont débouché sur des formes de très grande brutalité liées en partie peut-être légitimées par ces savoirs construits en Europe. Donc, merci beaucoup. Je vous conseille au passage les développements sur les sardes qui sont assez tristes, mais en même temps assez spectaculaires sur comment est-ce que des gens maltraités par les classifications raciales malmènent à leur tour d'autres qui les ont mal classés en les accusant de judéo-maçons, etc. Donc, les catégories englobantes et racistes fleurissent et s'opposent les unes aux autres. Là, on est dans la fin du 19e italien. Alors, Nelsia, à toi, merci beaucoup d'être présente. Merci à toi, vous m'entendez? Merci à toi, Anne, de cette invitation. Merci à tous d'être là. Merci à la présentation de David. Je voudrais juste dire un petit peu plus ce que je fais comme travail. J'étudie l'histoire des États-Unis et particulièrement le rôle des Amérindiens dans l'histoire américaine, ou le rôle de l'histoire américaine dans l'histoire des Indiens. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle L'Entaille rouge, pour ceux que ça peut intéresser. Et puis, avec une collègue, on a fait, ça s'appelle Des terres indiennes à la démocratie américaine. Avec une amie, nous avons fait une anthologie des textes écrits par les Américains et les Amérindiens, un peu en miroir et en écho, des documents très utiles pour avoir toutes les données. Et puis, je voulais conseiller pour ceux qui voudraient réfléchir à ces notions, au-delà de la bibliographie qu'on vient d'entendre, qui est riche aussi, ce petit texte de Lévi-Strauss qui fait 50 pages et qui s'appelle Race et Histoire, et qui est magistral, qui date de 1954 ou 55. Et puis là, il se trouve qu'en ce moment, je viens de finir un travail avec une collègue qui est sinologue et ethnologue sur les colonisés dans l'armée française en Indochine, ce qui est aussi une histoire très importante et très méconnue. Et nous venons de sortir un bouquin, alors là, il vient de sortir, et il s'appelle Casablanca Hanoï, une porte dérobée sur des histoires postcoloniales. C'est-à-dire que non seulement ils ont vécu dans l'armée française, ils ont déserté, ils sont allés du côté du Viet Minh, ils y sont restés, ils sont rentrés soit au Maroc, soit en Algérie, soit au Sénégal, mais il y en a qui sont restés derrière. Qu'est-ce qui leur est arrivé aussi à cela et qu'est-ce que ça dit de ces grandes histoires de la guerre coloniale? Alors revenons à ce dont je devais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire de la position des Amérindiens dans l'histoire américaine par rapport à cette question de race et racisme. Comme vous le savez, le racisme aux États-Unis, ça s'entend toujours comme le racisme de la société dominante, dite blanche, contre les Africains et leurs descendants, dits noirs et dits descendants d'esclaves. Je mets dits parce que vous savez qu'il y a beaucoup de débats autour de tous ces concepts et de tous ces termes. Il y a de bonnes raisons historiques à cela, et celles-ci sont en général bien connues. J'aimerais pourtant revenir brièvement pour les remettre dans un contexte plus général et une perspective ensuite, parce que tout ça est très compliqué et très paradoxal. Comme on se rappelle, les Anglais sont installés sur la côte est, le long de l'Atlantique, dès le début du XVIIe, puisque la Virginie est fondée en 1607 quand même, c'est très tôt.
Et juste au nord de ça, nous avons le Québec. Cette première réinstallation à l'est est descendue très vite vers le sud et en même temps, elle est toujours sans arrêt, s'est poussée un peu à l'ouest. L'ouest de quoi? À chaque fois, c'était de l'ouest de là où on était. C'était jamais le Grand Ouest parce qu'on avait peur, c'était loin, c'était dangereux, il y avait des montagnes, mais toujours un peu plus à l'ouest. Ce mouvement vers le sud et vers l'ouest, sur ces terrains connus, se fait dans un mélange de négociations et de conflits, voire de guerres, avec les propriétaires des terres sur lesquelles ces Anglais se sont posés. En se posant, ils ont construit des maisons, des enclos. L'enclos, c'est très important, ça exclut l'autre. Ils ont fait des bourgs, des villages, des villes, le tout avec des barrières et des enclos. Ces négociations, ces conflits ou ces guerres se sont conclus par des traités, qui sont des instruments du droit international, donc toujours valables aujourd'hui. Les parties au traité sont appelées à l'époque Indians ou Indiens. On a beaucoup écrit sur ça, sur les traités, sur les lois, sur les droits. À l'époque, on n'arrêtait pas même d'écrire. Washington, Jefferson, tous ont écrit des sommes entières. Les Pilgrim Fathers, tous ont écrit sur ces Indiens, qu'ils aient été christianisés ou pas, urbanisés ou pas, qu'ils aient fait du commerce avec eux ou pas, qu'ils aient établi des frontières entre eux ou pas, qu'ils aient même épousé des Indiennes et qu'ils leur aient fait des enfants et des familles métisses ou pas. Pour compliquer la situation, certains de ces Indiens résistent au projet britannique, ce qui n'était pas prévu, et s'associent aux Français contre les Anglais. D'autres s'allient aux Anglais contre les Français. D'autres changent, tantôt avec les uns, tantôt avec les autres. Ce qui compte, c'est le terrain. Et c'est avec qui, du côté des Amérindiens, ils s'associent de manière, là aussi, changeante. C'est le début des premières guerres européennes sur le continent américain, car les Anglais se battent contre les Français, mais ils vont se battre plus tard contre les Espagnols, par exemple. Le continent américain, pendant nord-américain, est le premier lieu des grandes guerres continentales européennes. Ces guerres vont s'élargir jusque en Alaska, qui appartenait aux Russes. C'est le début, en tout cas, de la résistance autochtone à l'appropriation des terres de leurs terres par les Européens. Car ce qu'ils avaient signé ne s'est pas révélé conforme à ce qu'ils en avaient compris. En effet, pour eux, céder leurs terres, c'était partager leurs terres, c'est-à-dire qu'ils en gardaient l'usage et l'usufruit. Évidemment, ce n'était pas ce qui avait été compris du côté européen. La situation s'est compliquée de la résistance des colons britanniques à la couronne d'Angleterre. En somme, ils se sont déclarés anti-impérialistes, car les Anglais voulaient les imposer. Ainsi naquirent, après guerres et négociations, 11 États américains qui se proclament libres et indépendants et sous forme de fédération, dite Fédération des États-Unis d'Amérique. L'immigration organisée aidant, il fallut toujours plus de terres, toujours plus de guerres et toujours plus de négociations, du moins pendant un certain temps. Elles vont s'arrêter assez vite. Tous en ont souffert, mais les autochtones, plus que les autres et de plus en plus, le rapport de force en leur faveur se renversant à partir, on va dire, de 1830, période où ils ont été déportés, pour ceux qui étaient à l'ouest du Mississippi, vers l'autre côté du Mississippi. Et une déportation de cette ampleur-là a coûté extrêmement cher en perte de terres, de richesses, en particulier de livres, de bibliothèques, de maisons, d'esclaves, car une partie d'entre eux étaient esclavagistes, mais n'avaient pas le même code noir du tout que leurs voisins blancs du Sud. Ils avaient beau mieux connaître le terrain que leurs adversaires et être aussi bien armés qu'eux, ils sont battus de plus en plus souvent, car ils sont de moins en moins nombreux face à l'ennemi. Bientôt, ils sont confinés dans des terres qui leur sont réservées, qu'on appelle des réserves, mais qui sont des terres pauvres et désolées,
Du moins, à l'époque, c'est ce qu'on croyait. Malheureusement, après, on a découvert, ou heureusement, qu'il y avait du pétrole, de l'or, du cuivre. Et que croyez-vous qu'il se passa? Eh bien, on eut besoin de ces terres pour les exploiter, car parmi les discours dominants, il y avait celui selon lequel les Amérindiens ne savent pas exploiter leurs terres, ni quand ils sont agriculteurs, ni quand ils sont industrieux, pour faire de l'exploitation des ressources. Avec la chute de leur démographie due à différentes graves maladies répandues, et aux guerres, et à la pauvreté, et à la destruction, et au massacre, malgré les victoires retentissantes, mais de plus en plus rares, leur démographie chute. Là-dessus s'ajoutent des massacres spectaculaires qui finissent ce qu'on appelle les guerres des Indiens, la conquête de l'Ouest et la fin de la frontière, déclarée officiellement fin de la frontière, 1890. Les traités avaient réservé ce qu'on appelait aux colons des territoires qui deviennent des États, et au fur et à mesure qu'on va vers l'Ouest, les États se multiplient. Mais chaque État a sa façon de voir la question de l'esclavage. Au nord, ce n'est pas la même qu'au sud. Ceci donnera la guerre de sécession, comme on le sait, qui n'est pas tant une guerre contre l'esclavage, quand même. Le président fameux avait dit à l'époque, si l'esclavage est pour la fédération, je suis pour l'esclavage. Si l'esclavage est contre la fédération, je suis contre l'esclavage. Il avait à juste titre compris que c'était la fédération qui comptait pour devenir et rester un pays, une nation et puissant en plus. Avec la fin de la guerre de sécession, c'est la victoire du Nord industriel sur le Sud agricole et esclavagiste. Des conquérants sur les conquis, on ne signe plus de traités, même sous la forme de chiffons de papier. Le pays est unifié sous la houlette américaine. Ainsi, les États-Unis se sont construits sur des terres acquises à vil prix, n'était le prix du sang, et cultivées par une main-d'œuvre, on va dire bon marché. Ainsi, ce capital foncier a-t-il été d'une part acquis à moindre frais, et au profit d'un roman national héroïque contre l'ennemi de l'intérieur, rouge et sauvage, après avoir été, soi-disant, rouge et nomade, ce qu'ils n'étaient pas, même ceux qui voyageaient. Du moins ce que les Européens comprenaient par nomade. Ce capital foncier, couvert de plantations, par exemple de coton et de tabac, qui ont bien sûr contribué au développement industriel de la Grande-Bretagne, ce capital foncier a fructifié grâce au travail servile. N'oublions pas que dans le Nord, c'était déjà des serfs qui travaillaient la terre, mais c'était des serfs venus d'Europe, mais qui ont été émancipés au bout de, en général, 5 ou 10 ans, suivant leur contrat, et leur émancipation s'accompagnait du don d'un lot de pain de terre. Cette fructification du capital foncier par du travail servile a été prolongée par la ségrégation, qui a duré jusqu'en 1965. La Constitution ne mentionne pas les Afro-Américains, bien qu'elle compte leur nombre comme poids électoral accordé aux États du Sud. Elle ne mentionne pas les Amérindiens, si ce n'est pour dire qu'ils sont non imposables. Ni les uns ni les autres en échange de leurs terres. Ni les uns ni les autres n'ont accédé au titre de citoyens avec droit de vote avant le XXe siècle. Les Amérindiens l'ont obtenu en 1924, les Noirs du Sud principalement en 1965. Aujourd'hui 2021, suite à la montée de la droite et des républicains depuis une dizaine d'années, et républicains de droite depuis au moins une dizaine d'années, la possibilité de voter redevient de plus en plus difficile dans les États membres pour les Noirs, les jeunes et les travailleurs. Avec le mouvement pour les droits civiques, les Noirs réclament l'intégration, l'égalité dans l'intégration. Les Amérindiens, au contraire, réclament le droit de retrouver leur autonomie,
leur terre, leur langue, leurs coutumes, leur autogestion, voire plus. Et bien sûr, le dédommagement devant les cours pour non-application des traités avec restitution des terres. Ce combat-là est en cours. Chaque assignation devant une cour dure entre 10 et 30 ans et coûte une fortune. Les uns comme les autres portent toujours les stigmates de leur subjugation, car ils sont, dit-on, paresseux, incapables, ne sachant pas travailler, ne voulant pas travailler, ne sachant pas étudier, ne voulant pas étudier, ne savant pas manager un bien, comme on le dirait à l'américaine, ne sachant pas gouverner une institution. Les unes comme les autres ont été victimes du début de la conquête et jusqu'à ce jour compris du viol, de la procréation d'enfants métis interdits, d'existence et de reconnaissance paternelle, sociale et culturelle. Les enfants autochtones, quant à eux, ont de surcroît été soumis à la scolarisation forcée dans des internats exil, c'est-à-dire très très loin de chez eux, régis par des religieux, catholiques surtout, mais protestants aussi, avec destruction violente de la langue maternelle, à éradiquer absolument, de la culture familiale, la première chose qu'on faisait, on coupait les cheveux des enfants, victimes d'abus sexuels et physiques, le tout précipitant suicide, fugue dramatique et destruction psychique jusqu'à ce jour. Enfin, petite remarque sur laquelle je n'ai pas beaucoup de savoir ni de compréhension précise. Les Amérindiens et les Noirs ont peu lutté ensemble contre leur ennemi commun, voire pas du tout. Ils se fréquentent peu et s'intermarient rarement. Ce sont deux solitudes, comme on dirait au Canada. Voilà en gros ce que je voulais rappeler pour qu'on sache de quoi on parle quand on parle du racisme aux États-Unis. Merci. Merci. De quoi on ne parle pas. Pardon? Ou attirer l'attention sur de quoi on ne parle pas. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une histoire très oubliée. Alors, je crois qu'elle n'est pas des militants qui sont très actifs dans cette semaine anticoloniale. Il y a d'autres débats qui vont avoir lieu et qui vont impliquer des Amérindiens, des peuples donc, qui luttent pour, tu l'as dit, la reconnaissance d'une spécificité, d'une place dans cette grande nation, mais d'une place qui maintienne leur indépendance. Donc, il s'agit bien de relations aussi néocoloniales ou post-coloniales, avec, comme tu le signales toujours, cette brutalité particulière peut-être des Américains liée au fait qu'eux-mêmes se considèrent comme, tu l'as dit, des modèles de la lutte contre le colonialisme. C'est aussi à ce titre qu'ils vont, dans le XXe siècle, enfin lors de la seconde colonisation, être très hostiles aux formes de colonisation européenne, en oblitérant complètement cet enracinement dans une violence première qui est celle de s'imposer aux dépens d'autres peuples qui sont déjà là. Donc, c'est vrai que c'est une histoire qui a été très folklorisée pour nous tous et qui renvoie à un imaginaire construit par les westerns faits par des Blancs, etc. Avec, comme tu le disais, cette image de peuple dont, en gros, on ne sait pas trop que faire parce qu'il témoigne de tellement peu de bonne volonté à devenir ce qu'on veut qu'ils deviennent. Donc, c'est aussi, je pense qu'on en reparlera,
peut-être une des marques de fabrique du colonialisme, de cette forme de sentiment de supériorité à la fois protecteur et en même temps extrêmement autoritaire, et qui exprime sa grande colère quand les soumis ne veulent pas entrer dans le modèle qu'on leur propose et dans ce que l'on attend d'eux. Donc, je pense que par rapport à ce que tu dis, il y aura beaucoup d'écho dans voilà, les débats à venir. Alors, Nelsia, je te redonne la parole, je surveille un petit peu. Voilà, et on écoutera. 2 minutes. Il est 2 minutes. La perte en population des Amérindiens due aux guerres, etc., et aux épidémies plus ou moins délibérées, transmises de manière parfois un peu délibérée, et a fait qu'à la fin du 19e siècle, ils étaient 250 000. Hein. Et que donc la question du génocide est posée depuis des années par la sous-commission des droits de l'homme aux droits des peuples autochtones à Genève, qu'elle est débattue, tant là-bas, c'est-à-dire en Amérique du Nord, Canada et Amérique du Sud comprises, que à Genève. Et que de cela aussi, il est difficile d'entendre parler dans nos colonnes diverses. Donc je pense qu'il faut prononcer ce mot aussi et le poser au moins avec quelques points d'interrogation si on préfère, mais qu'il faut le mentionner. Et que les États-Unis n'ont pas voulu signer la Convention sur le génocide à cause de ça pendant très longtemps. Ils ont fini par le signer, mais très tard, 1982. Voilà, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, si certains veulent poser des questions à Nelsia, puisqu'elle doit partir, c'est peut-être, on peut se donner 5-10 minutes et donc Olivier prendra la parole ensuite. Je ne sais pas si Thiemoko est en état de parler. J'ai vu qu'il s'était connecté et il nous dira s'il souhaite poser des questions aussi aux intervenants, s'il ne veut pas parler trop. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou dans Facebook, si certains suivent aussi la page Facebook pour Nelsia? Alors, je vous invite tous à lire ce qu'a écrit Nelsia et aussi reprendre le débat avec elle dans d'autres circonstances pour justement mieux rendre présent cette situation particulièrement dramatique des Amérindiens. Est-ce que Thiemoko, tu peux dire quelque chose? Oui, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis vraiment désolé du fait que je ne puisse pas participer à ce débat qui est fort intéressant. Et j'ai bien apprécié l'intervention de David et de Nelsia qui nous interpellent sur les questions sur les difficultés liées à tout ce qui est attrait aux questions raciales et au racisme. Et j'avais une petite question pour Nelsia. Tout à l'heure dans votre intervention, vous avez souligné le fait que dans la lutte anti-raciale ou dans la lutte contre le racisme, nous assistons à une absence de collaboration entre les Afro-Américains et les Amérindiens. Alors, ma première question, c'était de ça. Est-ce qu'on a les raisons de ce manque de collaboration? Et puis, peut-être pour prolonger ma question, ou peut-être pour des débuts de réponse, c'était que, est-ce que la prise de position de Lance Kansas, qui a encouragé un peu les Portugais et les Espagnols à s'orienter vers l'Afrique pour le développement du commerce triangulaire, n'est pas un début de réponse à cette situation? Merci, Diallo. Alors, la première question, pourquoi il n'y a pas eu de rencontre plus créative ou plus formelle entre ces deux nations, groupes, sous-groupes? C'est très difficile. Tous les mots maintenant nous échappent et on est presque réduit parfois à dire truc, machin, parce que sinon on peut se faire gronder aussi en plus si on n'emploie pas le bon mot. Mais bon. Et d'abord, culturellement, il y a comme un conflit quand même.
Les uns veulent ou voulaient en tout cas s'intégrer, les autres voulaient se retirer de l'intégration forcée. Donc c'est ne pas partager la même histoire du tout. Deuxième possibilité ou raison, c'est compliqué. Certaines puissantes tribus des États du Sud, comme je l'ai dit, ont eu des esclaves. Oui. Avec un code très différent, beaucoup moins, comment dire, destructeur, mais enfin privation de liberté. Donc ça n'est pas oublié. Mais par ailleurs, des Noirs esclaves ont fui et se sont réfugiés dans des terres indiennes qui étaient dans l'État où ils se trouvaient, au Texas, en Floride, dans les Carolines, où là, ils étaient protégés par des Amérindiens. Un des grands chefs de lutte contre les Américains en Floride, qui a mené la plus longue lutte de toute l'histoire des Indiens contre les Américains, qui a coûté le plus cher à l'État fédéral, était un Noir. Mais bon, on ne le présentait pas comme un Noir. C'est pour ça que ces termes sont piégés. Il était autochtone de cette nation. Donc il y a eu beaucoup de mélanges au XIXe siècle, d'accueil, de protection et de rivalité. Enfin, ça c'est encore plus compliqué, les terres autochtones ont été, à la fin du XIXe siècle, victimes d'une loi qui s'appelle la loi du morcellement, qui a permis ces terres, elles étaient communes et elles étaient, bien que réduites à une réserve, elles étaient encore assez importantes. Ces lois ont morcelé les terres et les ont mises à la vente. Et elles ont été achetées à vil prix par des colons, qu'on appelait des pionniers. Et donc, certaines terres ont été achetées par des Noirs, qui pouvaient. Tout le monde ne pouvait pas, mais certains l'ont pu. Donc, cette histoire a morcelé, ces deux histoires sont antagoniques et elles morcelaient les contentieux et les rivalités. Et donc, dans les manifs du mouvement pour les droits civiques, par exemple, dans les années 60, les Indiens, en plus, ne revendiquaient pas la même chose. Ils ne voulaient pas, eux, à l'école, comme des Blancs, comme les Noirs le voulaient. Ils voulaient leurs écoles sur leur terre. Donc, ils n'allaient pas dans ces manifestations, par exemple. Là où ils se sont retrouvés, c'est dans l'armée pendant la guerre du Vietnam. Parce qu'ils étaient sous les mêmes drapeaux et souvent dans les mêmes rejets. Mais ça, c'est très peu connu. Il y a peu de gens qui ont travaillé là-dessus, mais il y a une thèse très intéressante. Et dans l'ensemble, cette thèse s'intéresse surtout aux Noirs et aux Blancs, comme on dit, aux Afro-Américains et aux Américains, peu aux Amérindiens. Les Amérindiens ont peu, soit par les anthropologues, oui, on a beaucoup de choses très importantes et très importantes pour les historiens, d'où que des gens comme moi se qualifient plutôt d'ethno-historiennes. J'ai beaucoup travaillé avec des anthropologues et des ethnologues. Mais d'arriver à faire que justement le tout fasse un tout, il y a encore un travail à faire, je pense. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, parfaitement, oui, je comprends. Merci. Merci à vous. Merci. Tu as vu peut-être, Nelsia, on va se donner 5 minutes, après on donne vraiment la parole à Olivier, qu'il y a dans le chat une interpellation sur le terme d'amérindien, donc ça renvoie à la difficulté que tu as dite de l'usage des mots, c'est-à-dire la personne suggère vers les peuples dits d'Amérique. Donc ça fait beaucoup de dit, etc. Effectivement, il faudrait bien distinguer les usages, par qui, par donc quel peuple, à quel moment. Oui, Voilà. Donc c'est beaucoup de difficultés et
le mot colonial existe après les découvertes de colons, etc. Déconstruisons le langage colonial en nommant un chat un chat. Bon, ça montre aussi effectivement qu'est-ce que c'est que nommer un chat un chat. Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus? Oui, si tu veux, c'est très compliqué. Je pense maintenant, on peut pratiquement, si tu dis A, on va te demander de dire B, si tu dis B, on va te demander de dire C. Enfin, il y a beaucoup d'écoles, de sous-écoles et de sous-écoles. Au Canada, suivant que tu es chez les francophones ou les anglophones, on n'utilise pas les mêmes termes. Je ne dis pas la traduction des mêmes termes, pas les mêmes termes. Suivant que tu es à l'est ou à l'ouest, pas les mêmes termes. Suivant que tu es bourgeois ou que tu es, comment dire, petit blanc dans un petit village, tu ne vas pas utiliser les mêmes termes. Si tu es cosmopolite, tu ne vas pas utiliser les mêmes termes. Donc, si cette personne préfère dire les peuples dits coloniaux, colonisés, moi, ça ne me dérange pas. Je ne veux juste pas qu'on me dise comment moi je dois parler. Et chacun, à ce moment-là, ça va être au contraire plus enrichissant que chacun apporte ses concepts et qu'on se comprenne quand même. C'est ce que je propose. D'accord, merci beaucoup. Donc, la difficulté est bien pointée. Question posée sur Facebook, qu'en est-il des réparations de la traite négrière atlantique? Alors, on va peut-être donner la parole à Olivier qui nous parlera davantage justement des populations en partie dépendantes de cette traite négrière. S'il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci beaucoup Nelsia, et évidemment ce sont des débats à poursuivre et à nourrir de beaucoup de savoir que tu as et qu'on n'a pas pu développer ici. Donc on va passer, c'est vrai que ce sont des sujets immenses, et Olivier va plutôt nous parler donc du versant du racisme subi par alors, ce que l'on dit aussi afro-américain. Je serai encore plus prudente que Nelsia parce que je suis plus loin de ces sujets. Et Olivier, lui, va nous dire comment il voit ces usages et quel usage aussi il fait. Merci, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Est-ce que j'y vais ou... Oui, on m'entend? Oui. Oui, alors... merci aux organisateurs de cette semaine anticoloniale à laquelle j'ai pu aller il y a plusieurs années en présentiel, comme on dit maintenant. Voilà, c'est un lointain souvenir. Alors, je reviens sur peut-être la question sur les appellations, les noms. Alors, pour la personne qui a proposé Olmec et Maya, etc., alors, c'est un peu un problème sans fin. D'abord, dans les Olmecs, il n'y en a plus, hein, ça c'est certain. C'était avant, y compris les Mayas, sauf erreur de ma part. En tout cas, comment résoudre ce problème? Ça peut parfois être de simplement adopter l'appellation par laquelle que les gens se sont donnés à eux-mêmes, en fait, finalement. C'est-à-dire, et c'est ce que les auteurs qui écrivent sur les Noirs américains font souvent, c'est-à-dire qu'on on va suivre, en fait, la manière dont les gens se désignent. Et alors, ces désignations, alors pour les Noirs américains, elles ont évolué énormément. Vous savez qu'au début, c'était... alors, au début, black, au 17e, 16e, 17e, 18e, black, c'était extrêmement raciste. Hein. C'était le terme le plus neutre, c'était le terme qui était pris de l'espagnol, qui était negro. Hein. Et ensuite, au 19e, on a eu, pour une certaine, ce qu'on appelait dans le contexte français, les Noirs libres, on a eu Colored People. Hein, donc, vous savez que la grande association, la grande organisation de défense qui est née au début du 20e s'appelait la NAACP, la National Association for the Colored People. Et elle existe toujours. Hein. Donc, Colored People, ce Colored People, il a été récusé pour favoriser avec le mouvement pour les droits civiques, d'abord afro-américain, il y a eu afro-américain, donc avec un petit retour référence à l'Afrique. Il y a eu aussi Black, hein, Black is Beautiful, etc. Et puis, on a eu
African American, avec un tiret entre les deux. Le tiret, c'est une référence finalement à toutes les autres populations qu'on peut appeler les États-Unis, c'est-à-dire vous avez des German Americans, des anglo-saxons, tout ça avec un tiret. Donc tout le monde est un peu Swedish-américain, c'est ce qu'on appelle la nation à tiret, si vous voulez, hyphenated nation. Donc là-dedans, le tiret, finalement, il crée comment dire, une appartenance unifiée. Donc aujourd'hui, ce qui est plutôt mis en avant par les chercheurs américains, parfois ils travaillent dans des départements qu'on appelle des African American Studies, ou parfois ils travaillent dans des départements de recherche qu'on appelle des Black Studies, au choix. Voilà, donc pour vous dire que c'est pas encore bien unifié. Mais en fait, on fait disparaître le tiret pour signifier l'idée qu'il y a une double appartenance. Voilà. Donc vous voyez toutes les nuances. Voilà. Bon, je ne sais pas si il y a besoin de commenter longuement. En tout cas, voilà. Bon, pour ce qui est pour ma part, je choisis toujours d'adopter l'appellation par laquelle la personne se désigne. Hein, et si vous écrivez sur quelqu'un qui a vécu au 19e, il n'y a rien de choquant à le nommer Colored People, puisque c'est comme ça que lui-même se désignait. Voilà, donc peut-être remettre un peu les choses en contexte. Alors évidemment, je rejoins la personne qui dit qu'il faut déconstruire le langage du colonialisme. Dans le contexte d'aujourd'hui, on ne peut pas reprendre les mots de noir, etc. Enfin, ça doit toujours être recontextualisé. Voilà, c'était juste comme une espèce d'aparté pour commencer. Répondre tout de suite à la question de Nelsia, puisqu'elle va s'en aller, non? La question, c'était Nelsia disait les Afro-Américains s'auto-baptisent de façon différente selon la classe à laquelle ils appartiennent. Donc, c'est plus une remarque qu'une… Oui, bien sûr, par exemple, les colored people, c'était vraiment… de toute façon, les autres étaient en esclavage, mais c'était vraiment les Noirs libres du 19e. Et aujourd'hui, les appellations, c'est surtout c'est un peu des référents quand même un peu politiques, c'est-à-dire il y a African American sans tiret, c'est vraiment un milieu peut-être de chercheurs, de sociologues ou d'historiens qui veut mettre en avant tel ou tel aspect. Ensuite, les gens communément, ils se désignent même comme black, quoi. Hein. Ou nigger. Ou nigger, dans les chansons de rap, mais c'est entre eux, parce que si vous jouez à ça et que vous ne l'êtes pas, ça se passe pas très bien. Il ne faut pas forcément utiliser comment ils s'appellent eux. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de deuxième sens, troisième sens, quatrième niveau dans la poésie écrite par des poètes. Alors tu dis black ou noir ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, ils jouent avec ça, mais pour le traducteur, c'est insupportable. C'est trop difficile. Donc, le dogmatisme en la matière me paraît gênant. C'est compliqué de suivre une prescription quelconque, alors que les gens là-bas eux-mêmes ont une multitude de façons de se désigner. Donc, ça va être un peu compliqué de s'adapter à un modèle unique. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas penser qu'en prenant le contre-pied de ce qui est colonialisme, on va aboutir à quelque chose qui sera merveilleux et plus exact. Hein. Je ne crois pas trop. Hein. Et puis, ça sera collé une nouvelle étiquette finalement aux gens qu'ils n'ont pas plus demandé. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça soit la solution. Pour rebondir sur la question toujours du départ. Avant de démarrer sur un peu ce que je voulais raconter rapidement, peut-être sur les relations, avant que Nelsia Deladoé, qui devrait nous quitter dans quelques minutes, peut-être sur les relations entre les Noirs et Africains-Américains, comment dire, ça s'est quand même beaucoup développé, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu des camps d'entraînement où ils étaient ensemble. Voilà, il y a eu des inspirations communes dans ces moments-là. Voilà. Donc j'ai des souvenirs de quelques articles que j'avais vus là-dessus, mais là, ça ne me revient pas tout de suite. Quoi. Et à l'armée, toujours, oui. C'est toujours dans l'armée que ça se passait, quoi. Voilà, ça c'est sûr. Et puis après, au Vietnam. Quoi. Mais de toute façon, jusqu'à la guerre de Corée,
l'armée américaine, en ce qui concernait les Africains-Américains, elle était ségrégée. Donc, de toute façon, ils pouvaient se retrouver ensemble dans les camps d'entraînement, mais après, quand les bataillons étaient formés et tout ça, c'était terminé. Hein. Ils étaient jusqu'à la guerre de Corée, c'est la première guerre, entre guillemets, déségrégée, hein, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Africains américains, ils se sont battus pour la liberté et contre le racisme, mais ils étaient dans des catégories, dans des bataillons noirs, commandés évidemment par des blancs, etc. Voilà, donc ça n'est pas non plus en relation. Hein. Voilà. Oui. Peut-être avant que tu continues, Henri Pouillot avait levé la main depuis longtemps. Je ne sais pas si Henri, ce que tu veux dire, c'est en phase avec ce qu'on dit en ce moment, parce que je m'excuse, je n'ai pas vu tout de suite. Tu avais levé la main. Est-ce que c'est une question pour Nelsia, par exemple, ou est-ce qu'on attend qu'Olivier fasse son exposé? Peut-être que la réponse ne sera pas tout de suite, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'en 19e siècle en particulier, la notion de race a tenté d'être justifiée scientifiquement. Je pense à l'exemple qui a été médiatisé par la suite de la Vénus noire et les recherches faites par Cuvier pour justifier que la race blanche était supérieure à la race noire. Est-ce que ces influences dites scientifiques ont eu une importance dans ce domaine? Merci. Donc peut-être Olivier Oui, c'est un peu le sujet sur lequel je voulais parler aujourd'hui. Donc ça, voilà, c'est la question. Je vous remercie de votre question qui me permet de débuter à peu près. Alors je ne vais pas directement parler de ce qu'on a appelé le développement du racisme ou de la raciologie scientifique, mais en effet c'est 18e, 19e, hein, lié à la biologie. Alors bon, je vais faire quelque chose de rapide hein, pour qu'on puisse encore discuter après. Donc sur un peu cette espèce d'obsession qu'il y a dans la race au conflit entre la fixité et en fait la transformation. Je vais essayer de tourner autour de ça pour montrer que voilà, c'est une espèce de contradiction interne du racisme et remettre cette question de la race dans le contexte états-unien. On connaît la différence d'approche en fait entre en France et aux États-Unis sur les questions en fait de l'utilisation du terme de race et de ses classifications dans les sciences sociales. Hein. On sait que en France, le terme a longtemps été, du fait de son abomination et puis du caractère de sa catégorisation épouvantable liée à la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un tabou français. En fait, aux États-Unis, il est un peu difficile de faire des sciences humaines si on ne peut pas utiliser ce terme. Hein. C'est d'autres contextes. Hein. Et au contraire, en fait, le combat pour l'égalité, il est passé depuis très longtemps par précisément une classification et des recensements qui vont prendre en compte précisément aujourd'hui actuellement sur la base du caractère déclaratif. Hein, vous pouvez cocher des cases et dire que vous êtes noir, amérindien et asiatique en même temps, si vous voulez. C'est des formulaires. Donc aux États-Unis, il n'y a pas ce tabou et au contraire, le combat contre le racisme, il est passé par l'affirmation de son identité. Voilà. Donc on est dans deux modèles un petit peu opposés. Donc moi je vais essayer de discuter en fait un peu assez rapidement du concept de race dans le contexte américain. Alors bon, déjà d'une manière plus générale, hein, si on remonte par exemple à l'Antiquité, hein, pour les Grecs, il n'y a pas de race. Hein. Ce qui définit la limite entre le barbare et le grec, c'est la langue. Hein. C'est pas la couleur. Donc c'est essentiellement la colonisation européenne hein, d'Amérique qui a divisé l'humanité entre un nous et un eux. Hein. Et c'était une manière de en fait légitimer un ordre géopolitique mondial, avec une distribution du pouvoir complètement asymétrique entre les différentes sociétés. Donc cette logique de classification, en effet, elle s'est adossée à partir du 18e
à une raciologie, à un racisme scientifique qui a biologisé des catégories raciales. Alors, la question, c'est l'espèce de flou entre, en gros, ce 16e et ce 18e, cette période un peu d'entre-deux, sur lesquels il y a eu beaucoup de débats sur, en fait, l'origine du racisme. Donc, pour certains spécialistes, en fait, c'est la race qui a préexisté, en fait, à l'esclavage, et pour d'autres, en fait, la race est plutôt le produit du système mis en place par la traite négrière à partir du 16e, 17e, etc. Alors, donc c'est dans le contexte américain, on a par exemple dans les années 50 des articles qui, d'un côté, affirment que le racisme n'avait pas existé avant, en fait, la mise en place de l'esclavage. Donc, il y a Oscar et Mary Handlin, je peux peut-être vous les mettre dans le chat, qui écrivent en 1950. Alors, apparemment, ils écrivaient à deux. Un article qui s'intitule Origin of the Southern Labor System, selon lesquels, donc, le racisme était le produit du système des plantations et de la traite. À l'inverse, on a un Carl Degler, alors je vous mets aussi son nom, excusez-moi pour la petite interruption, qui lui leur répond qu'au contraire, en fait, c'est la préexistence du racisme qui a permis, en fait, la mise en place du système négrier. Dans un article qui s'intitulait Slavery and the Genesis of American Race Prejudice. Alors ce débat, alors là j'ai cité les deux principaux, enfin les trois, puisqu'ils écrivaient à deux, les trois principaux protagonistes du débat des années 50, ce débat il a perduré pendant très longtemps. Et il s'est, on pourrait dire, complexifié, puisqu'il y a à partir des années 1980, tout un nouveau courant d'historiens qui vont réfléchir sur comment en fait il y a aussi une histoire de la race blanche, entre guillemets, race, et qui vont proposer en fait une réflexion sur la manière dont les immigrés irlandais, ils réfléchissent principalement sur les Irlandais, qui arrivent en Amérique, vont être dans un premier temps rejetés, dénigrés, etc. Pour ceux qui ont vu le film Gangs of New York avec DiCaprio, voilà, fin 19e, voilà. Puis ensuite, ils vont être intégrés à une sorte de race blanche. Donc, ces historiens et ces penseurs qui réfléchissent autour de la race définissent un blanchisme de classe, c'est-à-dire que l'intégration, en fait, va plus passer par l'appartenance à la race blanche va permettre d'intégrer le corps national. Alors, dans tous ces débats, il y a aussi l'introduction du terme ethnicité. Vous savez peut-être parfois rencontrer les mots, les termes de ethno-racial. Ça, c'est aussi quelque chose qui vient en fait des spécificités états-uniennes, du fait que il y avait aussi l'antisémitisme ou différentes formes de racisme culturel, et que pour pouvoir stigmatiser des populations qui étaient aussi blanches, il fallait bien les regrouper dans une catégorie culturelle. Et donc, ça a d'abord visé les premiers immigrés juifs aux États-Unis. Donc, on disait ethno-racial pour dire que bien que blancs, ils étaient quand même juifs et donc ils devaient être aussi mis à l'écart. Voilà. Donc c'était une autre forme d'étiquetage. Voilà. Donc tout ce vocabulaire, il est complexe. Alors pour les travaux autour de la question du blanchisme de classe, vous avez notamment, je vous mets son nom dans le chat, David Rodiger, qui a montré qu'il y a un processus de formation raciale à travers une succession de vagues d'immigration européenne, blanche, notamment dans un de ses ouvrages en 2005, Working Toward Whiteness, How America's Immigrants Became White, comment les immigrants américains sont devenus blancs. Voilà, donc tout un courant qui aujourd'hui commence à être un peu traduit en français, voilà, et qui réfléchit sur ces questions. Et on peut signaler, je crois que c'était l'année dernière,
une grande historienne américaine qui s'appelle Nell Irving Painter, qui a écrit une histoire de la race blanche, hein, qui vient d'être traduite en français, je crois. Alors, donc ce débat sur les questions du concept de race, d'ethno-racial, de l'origine, la définition, comment dire, soi-disant biologique de la race et tout ça au 19e, elles ont un écho très très fort aux États-Unis. Hein. C'est quand même un des lieux importants de cette mise en place de ces concepts. Alors pourtant, hein, je veux quand même rappeler que voilà, donc dans ce débat, si on revient aux faits, hein, au-delà de l'histoire des idées, les premiers Noirs qui ont touché les 13 colonies hein, en 1619, ils sont arrivés à Jamestown et ils étaient peut-être esclaves, mais peut-être aussi libres, on ne le sait pas, on n'en est pas très certain en fait. Et en tout cas, ils ont finalement été vendus comme esclaves à un certain John Rolfe par des Hollandais. Hein, et en tout cas, il y avait à cette époque sans doute de nombreux Africains qui touchaient le sol américain et qui arrivaient libres. Donc, il n'y avait pas encore de mécanisme automatique qui associait en fait la couleur à le fait d'être esclave. Donc, il y a ce débat. Hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un accord pour l'ensemble des historiens, au-delà voilà, des deux positions que j'ai évoquées, un accord pour le fait de savoir que la période des plantations et de l'esclavage a été une matrice essentielle dans les assignations raciales. Alors, c'est en effet, comme le signalait un intervenant, c'est en effet au 18e hein, que les savoirs naturalistes et le développement, voilà, avec Cuvier, avec Linné, de classification, ont mis en place une réflexion sur les mécanismes de transmission aussi intergénérationnelle, donc une notion d'hérédité, et avec ça, un racisme entre guillemets scientifique, c'est-à-dire un racisme où on essentialise l'autre au nom de critères prétendus scientifiques. Alors, tout cet aspect-là, il a été définitivement, si vous voulez, abandonné après la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est-à-dire qu'on est passé d'un racisme qui s'est métamorphosé, un racisme avec un fondement prétendu scientifique, à, depuis, si vous voulez, 1945, une mutation de ce racisme sous la forme d'un racisme culturel. Alors, on refuse l'autre, pas au nom d'une prétendue hérédité, etc., mais au nom de traditions, de comportements hein, qui sont à désavouer, etc., et qui sont stigmatisés. Donc le racisme culturel, il a largement survécu jusqu'à nos jours, hein, vous le savez, et en fait il a un caractère beaucoup plus souple parce qu'il peut aussi désigner, en fait inclure et exclure en fonction aussi des catégories sociales d'une certaine manière. Alors, donc je vous disais que dans ce système, il y a une obsession, d'une certaine manière, de la fixité, mais aussi donc une angoisse de la transformation. C'est un peu deux idées qui sont paradoxales. Où est-ce qu'est-ce qu'on fait, par exemple, d'un esclave qui était esclave et qui a été affranchi? Est-ce qu'il devient citoyen? Non, au 19e, absolument pas. Hein. Si on réfléchit, si on repose cette question en fait du franchissement des catégories, elle se pose, c'est quelque chose qui vient du modèle finalement des réflexions sur la noblesse. Hein. Qu'est-ce qu'on fait par exemple dans les familles nobles de l'ère médiévale du bâtard? Il a un lien avec la famille, mais en même temps, peut-il être anobli? Donc, en fait, les questions de l'esclavage et de l'affranchi se posent de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce d'entre-deux. Et le problème, c'est de savoir qui c'est qui fait le classement et qui c'est qui va accorder le droit ou de noblesse
ou de liberté à une personne. Donc, la racialisation, c'est pas quelque chose qui est comment dire, fixe et stable de tout temps et qui serait lié uniquement à la couleur, au phénotype. Hein. C'est un processus, alors on peut suivre les sociologues Homi et Winant, c'est un processus qui est éminemment historique et qui évolue dans le temps. Hein. C'est, je cite, l'extension d'une signification raciale à une relation, une pratique sociale ou un groupe auparavant non classifié. La racialisation est un processus idéologique inscrit dans l'histoire et donc extrêmement mouvant. Alors si on suit l'intellectuel W.E.B. Du Bois, l'auteur des armes du peuple noir, on a, je vous lis un petit extrait, c'est le concept de race qui a dominé ma vie. C'est l'histoire de ce concept dont j'ai essayé de faire le fil directeur de ce livre. Il comportait, comme j'ai essayé de le montrer, toutes sortes de courants illogiques et de tendances irréconciliables. Il est peut-être faux d'en parler comme d'un concept plutôt que d'un groupe de forces, de faits et de tendances contradictoires. Et il en affirme l'historicité. Le concept a tellement changé et présente tellement de contradictions que, tandis que je contemple l'Afrique, je me demande qu'y a-t-il entre nous qui constitue ce lien que je peux sentir bien mieux que je ne peux l'expliquer. Donc Dubois, qui était un grand intellectuel, le premier diplômé en sociologie à Harvard à la fin du 19e, a donc affirmé que le problème du XXe siècle était celui de la ligne de couleur, mais il a lui-même adopté une définition comment dire, historicisée et lâche du concept de race en précisant que voilà, il est mobile en permanence. Donc l'obsession de la fixité, c'est pour les blancs, c'est de rester dans leur catégorie, de ne pas déchoir, de ne pas intégrer à leur caste des enfants qui seraient nés de viol ou des enfants donc métis. En même temps, il y a toute une population de Noirs libres qui pose problème au 19e. Hein, donc, c'est sans doute jusqu'à 10 ou 15% de la population d'origine africaine, afro-descendante aux États-Unis qui est libre. Donc, ça pose, si vous voulez, tout un tas de difficultés aux partisans de la suprématie blanche. Et donc, c'est ça qui va donner le développement de nombreuses théories voilà, qui essayent toujours de maintenir des limites et des barrières rigides. Voilà. Alors, oui. Je peux peut-être m'arrêter là. Oui, parce qu'il est l'heure. Je ne sais pas si Théo peut nous donner quelques minutes pour le débat, parce qu'il y a une autre intervention à 17h et qu'on avait prévu des petites pauses. Alors, on peut peut-être quand même prendre 5 minutes d'échange sur ce que vient de dire Olivier. Peut-être qu'il veut répondre, ou d'autres intervenants, ou Thiemoko, sur la longue intervention dans le chat, je pense que c'est Théo justement, avec la citation d'Ibn Khaldoun, qui me semble bien correspondre peut-être à ce qu'on a essayé de mettre en avant avec ce dossier, c'est-à-dire que l'on ne parle pas de la même chose, peut-être quand cet historien donc, dit qu'il y a des peuples inférieurs, hein, des peuples barbares, certains noirs au sud de l'Afrique, c'est peut-être pas le fait qu'ils soient noirs, donc le phénotype noir qui domine dans cette affaire, et ça rejoint ce que tu disais à propos des barbares de l'Antiquité. Donc le fait qu'il y ait des inégalités entre des groupes, c'est quelque chose, on va dire, d'assez universel dans les sociétés humaines. Et ensuite, nous, ce qui nous intéressait, c'était justement de repérer quelle était la place de la race entendue d'une façon liée à la physiologie, hein, la spécificité physique de certains traits, alors qui ont été mis en
en notice par notamment des générations de savants, utilisés dans des discours divers, avec le fait que justement ça n'est pas totalement transversal à toutes les sociétés. Et donc c'était notre idée en lisant les spécialistes, que justement il y a là une spécificité d'un temps, notamment qui naît dans ce 17e, 18e européen. Donc là, on est, je crois, sur des sujets qui sont particulièrement vifs, hein, et je remercie d'avoir noté ce texte, parce qu'il nous met vraiment au cœur des problématiques qu'on voulait préciser. Je crois, enfin, je vais demander à Olivier comment il voit ça. Je voulais réagir juste sur le texte qu'a mis voilà, l'intervenant là, sur le texte d'Ibn Khaldoun qui dit certains Noirs du sud de l'Afrique sont plus proches des animaux étant donné leur mode de vie. Donc on est bien dans en fait un racisme culturel. On n'est pas justement dans la raciologie stricte. C'est-à-dire que c'est pas du tout. Je pense que en fait la citation peut-être prouve un peu le contraire de ce que la personne voulait dire. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce texte, on rappelle que, en fait, pour Ibn Khaldoun, ce qui fait la différence, c'est le mode de vie primitif et barbare, et pas la couleur. Donc c'est bien le problème. La couleur n'avait pas une signification si déterminante que ça, jusque justement à la mise en place d'une traite négrière massive. C'était pas le déterminant principal. La religion, le fait d'être musulman en Afrique noire pouvait être bien plus, comment dire, rapprocher bien plus des populations que leur différence de couleur de peau, quoi. Donc je crois que le texte il est employé à contre-exemple. Donc on en reparlera, je crois que c'est au cœur de nos débats. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ces questions ou sur d'autres? Oui. Sur les réparations, pardon, parce que quelqu'un a posé la question, voilà. Donc là, c'est vraiment un sujet sur lequel je suis en train totalement de travailler. Donc je suis assez au point là-dessus pour l'instant, jusqu'à ce que j'oublie tout. Mais en fait, c'est un sujet qui est très ancien, qui a été soulevé dès le 19e par je parle pour les États-Unis, hein, par une femme qui s'appelle Collie House. Qui était en fait une de ces esclaves affranchis de l'après-guerre civile, de l'après-guerre de sécession, et qui montait des dossiers dans lesquels elle essayait pour des dossiers juridiques, hein, je voulais dire, pour essayer de réclamer déjà de façon très concrète des dommages pour telle et telle famille. Donc ça, c'est le premier pas d'une revendication de réparation. Ensuite, il y a eu tout un tas de courants, notamment à partir des années 20, et pour aller un peu à l'inverse de ce que disait Nelsia Delahaye, en fait, il y a tout un courant de nationalistes noirs qui ne demandaient pas l'intégration, hein, notamment avec un Marcus Garvey dans les années 20-30. Hein, enfin, il a été exilé en 1927, mais tout le courant nationaliste noir revendique d'une manière ou d'une autre une réparation pour les dommages de la traite et de l'esclavage. Et ça va donner ensuite des courants panafricanistes, y compris aux États-Unis, avec dans la foulée du mouvement garveyiste, hein, vous avez notamment une certaine Audley Queen Moa, elle se faisait surnommer parce que c'est ainsi que les Ashanti au Nigeria, au Ghana l'avaient nommée. Queen Moore, elle met en place un chiffrage des sommes qui sont dues, c'est-à-dire 3 000 milliards à peu près qui sont dus pour tous les dommages subis. Et cette Queen Moore, elle va mener tout au long des années 1950, 60, 70 un combat pour les réparations. Et ça a été repris dans les années 90 par un élu démocrate africain-américain qui est décédé il y a peu, qui s'appelait Conyers, et qui tous les ans, à la même date, soumettait au vote
à la Chambre des représentants un texte sur les réparations. Donc, c'est un sujet qui est redevenu très discuté depuis un article en 2004 de de Nacy Coates, hein, le célèbre journaliste américain qui avait écrit sur ce sujet. Donc c'est un sujet qui est de plus en plus discuté et débattu aux États-Unis, la question des réparations. Hein, moi, je parle que pour le cadre américain. Ben, merci beaucoup. Est-ce que Timoko veut dire un petit mot et avant qu'on se quitte, parce qu'il faut laisser un temps de respiration aux courageux qui assistent à beaucoup de séances? Oui. Ok, merci Anne. Donc, non, je voulais juste rebondir sur la question de la réparation. Je me disais que, est-ce que sur la réparation, est-ce qu'il faut voir cette question seulement que sur le plan? Coupé? Vous m'entendez? Oui. Oui, je me disais, est-ce que sur la question de la réparation, est-ce qu'il faut voir simplement cette question sous l'angle financier? Est-ce que le mouvement négritudien, avec des personnes comme Aimé Césaire, comme Senghor, l'idée de la valorisation de la culture afro-américaine, tout simplement de la culture noire, n'est pas une forme de réparation, une forme de remise à plat de tous les préjugés qui ont pu courir sur la question des Noirs, soit en Amérique, soit en Afrique. Parce que le mouvement négritudien tient un peu son essence du mouvement avec des acteurs comme William Dubois ou Marcus Garvey, qui étaient un peu les pionniers aux États-Unis. Et à partir des courants de pensée de ces derniers, des acteurs comme Césaire, comme Senghor, ou encore, je pourrais citer qui encore comme Damas, Léon Gontran Damas, qui ont vraiment essayé de revaloriser la culture noire, la culture afro-américaine, qui a une forte influence aussi sur le monde culturel états-unien, avec le jazz, avec le blues, avec pas mal d'actions. Donc, la question de la réparation, je me dis, elle n'est pas que peut-être financière ou symbolique, mais aussi à ce travail scientifique ou intellectuel qui est mené pour la reconnaissance, pour la valorisation de la race, je dirais quoi, des atouts de la culture, encore de la reconnaissance des Afro-Américains ou des Noirs comme une composante de la société à part entière qui a sa place et qui, à un moment donné, a pu jouer un rôle décisif, voire un rôle important dans la valorisation de la culture mondiale. Alors donc, c'était un peu ma petite contribution par rapport à la question de la réparation. Et peut-être pour élargir le débat, comme il est déjà l'heure, je me posais la question là, c'est une question assez ouverte. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a une différence entre, ou tout simplement, est-ce qu'il est possible de dissocier la question de la race et la question de la xénophobie? Merci, c'était un peu ma contribution par rapport à cette question et une question d'ouverture peut-être pour les débats à venir ou si quelqu'un souhaiterait se prononcer sur cette question. Est-ce qu'il est possible de dissocier la question de la xénophobie et la question de la race? Merci. Merci. Alors, ça avait peut-être beaucoup de questions pour le temps qui nous reste. On va peut-être rester sur cette ouverture, sauf si Olivier veut dire vraiment 2 mots. Et après, on va vraiment laisser nos auditeurs se préparer pour une prochaine session. Est-ce que, Olivier, tu dis un mot? Non, j'allais dans le sens de Timoko. J'ai mis un petit texte là, sur un historien américain, Robin Kelley, qui dit qu'en effet, en examinant la campagne des réparations, nous découvrons qu'il n'a jamais été entièrement, ni même principalement, une question d'argent. La demande pour les réparations, justice sociale, réconciliation et reconstruction de la vie intérieure. Donc ça, c'est en fait, derrière le slogan en dollars, les sommes réclamées, en fait, c'est une question de justice, quoi, hein.
Bon, ben, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent suivre ces débats, je rappelle que nous allons organiser les cahiers d'histoire, un débat le 31 mars, un mercredi, dans le cadre des Nocturnes de l'Histoire organisés par les associations de chercheurs en histoire. Voilà, et ce sera davantage autour du dossier que David a présenté. Et aussi, on est ouvert pour participer à toutes sortes de débats sur ces questions extrêmement vives. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé et je vous invite tous à poursuivre l'écoute des multiples débats de cette semaine anticoloniale. À bientôt, merci aux intervenants, merci à nos amis auditeurs et à la suite de cette semaine. Au revoir.